de la situation de la femme, avec les mécanismes supplémentaires pour la protection de la femme. Et puis nous avons également la chronique Jalia.dz avec Fella Benour, et puis d'autres rubriques, le sport, le patrimoine, et puis une page d'histoire. Et puis également nous avons d'autres invités, des enfants Khouloud Iyara de l'école supérieure du tourisme, non, du commerce, qui va revenir sur des portes ouvertes sur l'emploi à l'école supérieure du commerce. Et également, il y aura d'autres invités de marque, bien sûr. Avec nos invités, nous allons les découvrir tout au long de cette émission qui a commencé, elle vient de commencer à 8 heures. Et sans plus tarder, nous allons parler de la météorologie. Il a fait très 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 beau. Il y avait des nuances du bleu, comme ça je pense. Voilà. Et puis avec nous, Khair ou Sabah al-Khair. Ça va? Ça va? Ça se passe bien? Oui, très bien, ça va. Alors, il va faire beau? Eh oui, malheureusement, oui, il va faire beau pour un mois de février. Pourquoi? Même s'il pleut, il fait beau aussi, hein? Bah ouais, voilà. S'il pleut, pour moi, il fait beau. Alors, mais on a eu quand même des nuances de bleu et ce matin, on a eu des nuances un peu de couleur ombragée, il y avait cette ombre crépusculaire, etc. Donc, on a la chance de voir toutes ces couleurs dans notre pays. Exactement, oui, c'est très, très, très beau. Hein. Donc, on y va? Place à la météo. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Donc bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, Météo Algérie prévoit aujourd'hui un ciel généralement bien dégagé sur les régions centre et l'est. Par contre, à l'ouest, eh bien, le ciel deviendra de plus en plus voilé à localement nuageux qui vont donner quelques pluies par endroits près des côtes et des pluies sous forme d'averses orageuses vers les hauts plateaux ouest. Et à noter quelques flocons de neige, et oui, sur les sommets de l'ouest. La moitié sud, eh bien, Météo Algérie a émis une vigilance orange concernant des pluies localement assez marquées et même parfois aussi accompagnées de chutes de grêle, plus exactement sur les wilayas suivantes, le sud d'El Bayad, également le sud de Naama, Béchar et Bni Abbas, où les quantités de pluie estimées entre 20 et 30 et même parfois jusqu'à 40 mm. Donc soyez très vigilants, et la validité de cette vigilance est à partir d'aujourd'hui 9h jusqu'à ce soir, donc soyez très prudents. Les pluies seront aussi parfois accompagnées de chutes de grêle. Partout ailleurs, eh bien, on aura un ciel dégagé à partiellement voilé avec toutefois quelques pluies orageuses vers le Sahara central, également le nord Sahara, et des vents assez forts, parfois jusqu'à 50 km/h sur les sud-ouest, qui vont engendrer des sondes de sable, mais bien sûr avant l'arrivée de la pluie, et la visibilité risque d'être réduite, donc soyez très prudents. Également des sondes de sable tout au long des frontières algéro-maliennes et le Sahara central. Les températures, l'après-midi, eh bien, Météo Algérie prévoit 20 degrés du côté d'Oran et Tiaret, 21 à Alger, 22 Tizi Ouzou, 17 degrés à Annaba, 19 Séti, 20 degrés à Batna, 16 degrés à Al-Bayad, 19 Djelfa et du côté de Constantine. La moitié sud, le minimum 14 degrés seulement à Béchar, 25 à Gardaïa, 26 Biskra, également Ilizi et Janet, 25 à Tamanrasset, 28 Insalah, 29 degrés à Adrar, 23 à Tindouf, 34 Ingezan, et le maximum cette fois-ci à Borj Bedji Mokhtar avec 35 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera peu agitée sur pratiquement toutes les côtes d'ouest en est. Des vents faibles, 10 à 20 km/h sur les côtes centre, jusqu'à 30 km/h sur les côtes est et 40 km/h sur les côtes ouest, et les vents seront variables. On va faire un petit tour du côté de l'Amérique du Nord, où le temps restera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé en Californie. Par contre, des nuages chargés de pluie à Vancouver, New York et Washington, partiellement voilés à Miami, quelques flocons de neige, et oui, du côté de Montréal, le mercure affichera moins 9 degrés, le minimum à Montréal, 11 à New York, 6 à Vancouver, 8 degrés à Dallas, 22 en Californie, 16 à Washington, 24 à Mexico, et enfin le maximum cette fois-ci à Miami avec 28 degrés.
Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. D'ici là, passez une très très bonne matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. معا نصنع المستقبل. Eh ben oui. Eh ben oui. Je veux bien, on va faire l'avenir. L'avenir, oui, Ah, on n'est pas exactement. Madame Soleil, attends. Non, pas du tout, non. En fait, voilà. Donc, c'était la météo, ben, c'est ça. La mer est bleue, le ciel aussi, tout est beau, tout est. Oui, exactement. Et puis voilà. Belle mer. Ah oui, c'est l'idéal, oui. C'est l'idéal pour la pêche, oui, exactement. Donc, merci pour cette chronique météo. Et puis, sans plus tarder, nous allons faire immersion dans le sud algérien avec le groupe Tekoubaouine Riwa.
Ça donne un peu de la sérénité pour entamer notre premier plateau d'invités avec deux jeunes étudiantes de l'école supérieure du commerce. C'est Khouloud Mansouri et Yara Zerarza. Donc, on commence par cette association. Donc, c'est Next Generation et Elite. Donc, ils vont parler de tout et puis de cet événement qui est Jobesque. Donc, Jobesque, le travail, l'emploi. Donc, c'est en fait un événement porté sur l'emploi, dédié à l'emploi de ces jeunes qui sont en train de préparer l'avenir. Voilà. Donc, dites-nous tout. En fait, Jobesque, c'est un événement plutôt, événement qui va être une liaison entre les entreprises qui à la recherche des personnes qualifiées et les étudiants qui ont à la recherche aussi d'un emploi ou d'un stage. Notre événement sera plein, on aura plein d'activités, plein de conférences aussi. Et c'est tout. Et on a 17 entreprises. Oui. 17 entreprises, ça représente. C'est déjà ça, 17 entreprises. Oui. Donc, il y a aussi beaucoup d'opportunités quand on est étudiant à l'école du commerce, donc on fait du management, du marketing, de la gestion, de la comptabilité. Et tout ça, ça nous offre vraiment des opportunités grandioses en matière d'emploi, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Donc, parlez-nous un peu de ces compagnies qui vont prendre part à vous ouvrir un peu les portes pour un avenir, pour trouver un job, puisque c'est Jobesque. Bon, on ne peut pas dire les entreprises maintenant, mais... Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Publicité, non, bien sûr, ça c'est clair. Ils doivent passer par la commerciale, c'est clair. Donc, vous pouvez dire à peu près les secteurs d'activité, est-ce que c'est l'agroalimentaire, est-ce que c'est des banques, est-ce que les assurances, c'est ça. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, oui. Ouais. C'est surtout le marketing. Exactement. Les agences de communication. Oui, ça sera présente. Oui, et l'école supérieure, donc elle est dans la formule LMD, donc licence, master et doctorat, et les gens qui sont dans ce domaine donc espèrent trouver des débouchés donc pour ces grandes entreprises dans l'agroalimentaire, dans le marketing, dans les finances, dans la comptabilité, dans les assurances. Effectivement. Oui. On a le LMD, mais l'ingénieur. Exact. Oui. Et on a deux cycles préparatoires, 2 années, et après cycle master, 3 années. La spécialité, c'est la 4e année. Oui. Et comment ça va se passer? Donc, c'est une salle, il y aura des conférences, il y a des panels, il y a des workshops, il y a des B2B. Comment ça va se passer? Il y a des workshops demain. T'as l'anti-stress, genre, ils déroulent كيما هي réussir l'entretien تاعهم et tout. Comment réussir l'entretien d'embauche, comment parler. C'est l'un des activités qu'on a le jour J, bien sûr. Oui. On a plein d'activités, mais l'une des activités, c'est l'espace anti-stress. Oui. Il y a aussi d'autres activités pour garder un peu le suspense. Exact. Et quelles sont ces activités pour garder le suspense, s'il vous plaît? Le jour J. Le jour J, maître Louis. Oui. Ok. Donc, pour donc l'entretien d'embauche, donc il y a quand même des manières, il y a des standards d'écriture non seulement d'écrire un peu la lettre, et puis comment s'y prendre, comment parler, comment être sûr de soi, en fait, il y a des spécialistes pour ça, pour permettre à l'étudiant donc d'entamer sa demande d'emploi, et puis comment il peut quand même se mettre vraiment à l'aise et réussir, n'est-ce pas? Exactement. Pour cette occasion, pour cette chose, on a fait un workshop demain avec la directrice de l'entreprise Solic. Comment réussir un entretien et la rédaction d'un CV. Oui. Pour les mettre à l'aise. Oui, par rapport au CV aussi, c'est important
bien qu'aujourd'hui, il y a l'IA, hein, il faut aussi faire appel à l'IA, parce que l'IA va nous aider aussi. Hein, l'intelligence artificielle, elle nous donne tous les outils, toutes les opportunités pour réussir. Surtout, si quand même on mérite, donc l'IA, c'est aussi un outil pour booster, pour essayer aussi de réussir, ne serait-ce des choses routinières, parce que des fois, on n'arrive pas à trouver les mots, etc. Mais en fait, la capacité, et puis est liée, cette compétence est liée. L'IA, elle vient juste pour compléter et pour nous déstresser aussi, parce que quand on cherche nos mots, on stresse, et puis voilà. Et donc, quelles seront donc les conférences? On peut donner en fait d'autres thématiques par rapport aux conférences? Je n'ai pas aucune idée pour le moment, mais je sais que le mot par notre directeur في la conférence. Monsieur Kharchi. Monsieur Dr Ishaq Kharchi. Oui. Voilà, donc si vous avez d'autres choses à ajouter, on va donner donc l'événement, le Jobesk, ça va être quand? Le 18 février. Le 18 février. Le lendemain. Le mardi. Mardi. À quelle heure? À 9h. Donc à 9h, soyez au rendez-vous. Les étudiants donc, de l'école supérieure du commerce donc, seront au rendez-vous pour... et ça se passe où? À l'école supérieure. À Qli'a. Donc, les حابين يروحوا لقليعة, il y a le Ma'joun Mazal Mabdash, mais vous pouvez aller à Qli'a qui sont connus par la confiture du Zarour, et puis vous pouvez faire un tour. Et puis il y a aussi de l'artisanat. Il y a les Mouled avec leurs produits de l'artisanat, notamment l'osier, ils sont très très connus dans la région de Qli'a, pour faire un peu une petite publicité en tant que comité de tourisme de la petite commune de Qli'a. Donc, et puis, n'oubliez pas qu'il y a un événement majeur pour les étudiants de l'école supérieure du commerce de Qli'a. C'est le Jobesk qui commence le 18 février à 9h à l'école supérieure du commerce de Qli'a. C'est autorisé. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, d'autres éléments? Oui, allez-y. Bon, c'est autorisé aussi pour les externes. يقدروا يجوا يعقبوا l'entretien et tout. مش غير les écoles de commerce. Et bon, pour plus de détails, faut nous abonner sur les réseaux sociaux, l'association. Donc, pour plus de détails, il faut y aller sur la page Instagram, Facebook, YouTube de l'école supérieure du commerce ou bien de l'association. Les clubs, Elite, Next Gen et aussi .com et Abi Youssef, parce que c'est l'événement. Elite. Next Generation, Abi Youssef et .com, parce que l'événement sera, comment dire, en collaboration 4 clubs, c'est pas... Donc il y a 4 clubs. On a cité donc Job, Next Generation, Elite, Abi Youssef et donc voilà. Donc voilà, merci beaucoup. Revenez. Puis j'espère que vous allez trouver un job. Pourquoi pas? Dès maintenant, Inch'Allah, Rabbi يقلكم خدمة تكون زينة كما يقولوا. Voilà, dans le domaine du management, du marketing, mais il faut lâchez-vous un petit peu, hein. Comme ça, vous allez vraiment trouver. Hein. Et puis, sans plus tarder, nous allons y aller du côté de Jalia.dz, qui chronique dédiée à la diaspora, dédiée à notre communauté nationale à l'étranger. Et sans plus tarder, nous allons retrouver Fella. Et avant, nous allons voir le jingle. Ça va? Bonjour Yazid. Ça se passe bien? Alors, passe très bien. Jalia.dz, ça va commencer avec une invitée toute rayonnante du bon matin. Absolument. Donc, place à Jalia.dz. Alors, bonjour à tous. Dans Jalia.dz ce matin, je reçois avec grand plaisir Myriam Chaouch, qui est entrepreneur, qui est aussi a plusieurs casquettes et un parcours atypique. Bonjour Myriam. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vraiment, c'est un honneur. Donc, Myriam fait partie aussi de la communauté algérienne à l'étranger, mais deux fois.
2 fois. Doublement. Différemment. Oui. Vous êtes né à Tunis. C'est ça, tout à fait. Vous avez donc représenté déjà la communauté algérienne à partir de Tunis et actuellement vous êtes à Paris. C'est ça, tout à fait. Donc je suis née et j'ai grandi en Tunisie. J'ai fait mes études en Tunisie, j'ai commencé à travailler en Tunisie et ensuite en 2011 je suis partie en France pour une opportunité professionnelle et ça fait maintenant à peu près 15 ans que j'y suis. Oui, très bien. Ouais. Et on ne va pas très loin on a suivi un petit peu les étudiantes qui parlaient d'un événement. Vous êtes là dans un cadre justement, dans le cadre d'un événement qui s'appelle Innovation Day à l'USTHB. À l'université de Bab Zouar, Ouali Boumediene. On va y revenir dans un moment. On va parler d'abord de vous. Vous êtes donc, je disais, né à Tunis. Vous étiez business consultant, c'est ça? Oui, vous avez fait informatique d'abord, comme votre papa. Exactement. Oui. Mon père était un peu pionnier dans l'informatique, puisqu'il a commencé dans les années 70 en fait. De sa présence en Tunisie d'ailleurs. Exactement, donc il était d'abord en mission en Tunisie, il a commencé à travailler en Tunisie, après ils se sont mariés, ils comptaient rentrer en Algérie, mais finalement ils sont restés en Tunisie, c'est ce qui a fait que je suis née avec mes frères en Tunisie, on a tous grandi là-bas en fait. Et vous avez gardé un petit peu l'accent tunisien? Les deux. Attention, on parle algérien à la maison, c'est important justement. La maman est née à la Casbah, c'est ça. Née à la Casbah d'Alger. Votre papa est de Tlemcen. C'est ça, de l'Ouest. De Ndrouma très précisément. Donc une culture très riche, j'imagine. Oui, tout à fait. Vous avez baigné dans un climat quand même, dans un environnement qui favorisait aussi cette créativité. Oui. Donc vous êtes lancé, vous avez un long parcours dans le domaine associatif, l'humanitaire aussi. Et donc, vous avez fait ce parcours à Tunis d'abord. Oui, en fait, ça partait vraiment d'un besoin de me sentir utile. C'est quelque chose, je pense, qui a été aussi un peu inculqué par mes parents, par un peu notre vie, où j'avais vraiment besoin d'apporter quelque chose à la société. Donc, en fait, dès que j'ai commencé à être déjà en tant qu'étudiante, j'ai commencé à m'intéresser aux associations, etc. Et c'était principalement dans l'humanitaire à l'époque où je faisais. D'ailleurs, on a des photos, si on peut les voir. J'ai créé une association avec des amis à un moment donné aussi. On les voit ici? Oui, Lied Felied, justement, cette association. Elle s'appelle Lied Felied. Lied Felied, oui, où on allait principalement dans un centre pour handicapés sans soutien familial en Tunisie pour les sortir, faire des événements avec eux, vraiment apporter un peu le soutien familial qui leur manque. Qu'est-ce que vous gardez aujourd'hui de cette période? Beaucoup d'émotions déjà. C'est une période où, en fait, c'était très riche justement par les relations humaines, exactement. C'était très très riche quand on voyait les enfants. Donc en fait, j'étais beaucoup focalisée sur les enfants, même si à l'époque ça m'intéressait pas les enfants en soi. Mais c'était, j'ai beaucoup travaillé avec l'orphelinat en Tunisie, avec SOS Enfants également. Et en fait, c'est très très riche. Il nous apporte beaucoup, surtout en plus donc pour le centre de handicapés sans soutien familial. Eux, non seulement orphelins ou sans famille, mais en plus porteurs de handicap. Donc en fait, on a l'impression de venir aider, et c'est ça qui est vraiment génial dans l'associatif et l'humanitaire. Mais en fait, ça nous apporte beaucoup plus. Ils nous apprennent beaucoup de choses. Ah, surtout. Complètement. Et ça nous apporte en fait vraiment énormément. Ça forme quelque part, ça nous apprend l'humilité surtout. Ça nous apprend énormément de choses. Moi je me rappelle d'une maman qui était venue avec ses enfants à l'époque et moi je trouvais ça complètement génial, avec des enfants vraiment en jeune âge parce qu'elle voulait aussi leur montrer. Qu'ils apprennent. Exactement. Ils avaient peur au début parce qu'en fait c'était des personnes que même, dans le centre il y avait des enfants et des adultes et des handicaps légers, d'autres très très lourds. Donc il y avait vraiment de tout et ils avaient un peu des fois, des comportements un petit peu agressifs entre guillemets. Donc les enfants avaient peur de cette dame, mais très très vite, dès qu'ils ont commencé à interagir avec eux, ça apportait vraiment dans les deux sens. C'était très beau. Voilà, donc après une opportunité, vous partez, il y a une opportunité qui se présente à vous et vous partez en France et vous lancez, vous travaillez d'abord dans une grande entreprise, une référence.
Mais vous ne restez pas longtemps non plus. Vous lancez dans l'accompagnement des jeunes porteurs de projets et incubateurs. Oui, aujourd'hui, je travaille dans un incubateur. À Impact, tout à fait. À Impact, c'est-à-dire qu'on travaille sur des sujets principalement environnementaux et sociaux. C'est ça, les incubateurs à impact. C'est ça, à impact positif, en fait. Tout ce qui va apporter un intérêt à la société. Donc, principalement par rapport à la transition écologique, sociale et solidaire. Et la maternité change complètement, complètement. Votre vie et votre, j'allais dire, orientation professionnelle. Donc, vous vous lancez dans aussi une aventure, c'est le coaching parental. Oui. Donc, en fait, vous vous lancez d'abord dans une start-up dans le tourisme, et on reste dans le domaine parental, même dans le tourisme. Tout à fait. Finalement, le fil conducteur, je pense que c'est les enfants. Donc, oui, effectivement, la maternité. Déjà, dès que j'ai appris que j'allais être maman, c'était une très grosse source d'inquiétude pour moi, parce que j'avais très peur de l'éducation. Et c'est pour ça que j'ai commencé à me renseigner moi-même, à lire des livres, aller à des conférences, etc. À vous former. À me former à l'éducation. Je me suis dit certainement il y a un mode d'emploi quelque part. J'avais pas envie de mal faire. Et effectivement j'ai découvert la parentalité qu'on appelle positive ou bienveillante. Et c'est sur cette base que j'ai commencé à me comporter avec mes enfants déjà. Et à les éduquer. C'est un domaine qui est peu connu, le coaching parental. Le coaching parental, en Algérie, c'est pas très connu. En tout cas, en Algérie, c'est pas très connu le coaching parental. Oui, c'est pas très connu parce que finalement, en fait, c'est plus du conseil que du coaching vraiment. Ouais. Mais l'idée, c'est d'accompagner les parents qui se sentent vraiment perdus dans l'éducation de leurs enfants. Sur des bases très scientifiques, c'est basé sur les neurosciences. Donc, c'est expliquer comment fonctionne un enfant. Et après, avoir quelques conseils, des tips, comme on dit, pour pouvoir se comporter, nous, avec eux. Parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence. Ils ont quel âge, vos enfants? Les miens, ils ont aujourd'hui 8 et 10 ans. Oui. C'est leur prénom? Jade et Mila. Une fille et un garçon. C'est ça. Donc, et même dans le tourisme, vous vous êtes lancé dans le babysitting dans ce domaine. Donc, c'est ça. Donc moi, quand j'ai quitté, c'est une entreprise qui n'existe plus, une plateforme, quoi. Oui. En fait, quand j'ai quitté le groupe dans lequel je travaillais, c'était parce que j'avais moi eu un besoin très fort. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de lancer un projet. Le besoin, c'était justement de faire garder mes enfants, parce que comme moi, je les ai eus en plus très rapprochés, de les faire garder quand on était en voyage par des babysitters qui pouvaient parler leur langue, principalement. Enfin, c'était surtout quand on allait dans des pays plutôt anglophones, pour pouvoir profiter un petit peu quand même d'un temps. Quand on est en voyage avec les enfants, c'est encore plus fatigant que le quotidien. Donc, j'ai lancé une plateforme de mise en relation entre des babysitters et des touristes. Je l'ai lancé malheureusement, quand j'ai vraiment démarré, c'était en 2020 en France. Et en 2020, tout s'était vraiment arrêté. En termes de tourisme, il n'y avait rien. À cause du Et il y a moins d'un an, une autre aventure commence avec Diaspora, une association de la communauté qui s'intéresse ou qui est formée par un groupe, créé par un groupe d'Algériens à l'étranger, en France, en l'occurrence Faisal Kadour, le président, donc qu'on salue ce matin. Et vous êtes là dans le cadre d'un événement qui s'appelle, et je le disais au début, Innovation Day. C'est ça. Donc, en quoi consiste l'événement? On est venu donc plusieurs fois déjà depuis. La première édition s'est déroulée en novembre. En novembre pour la semaine de l'entrepreneuriat. Donc, on avait fait un événement, des tables rondes, des conférences et des ateliers au sein de l'USTHB, avec l'incubateur de l'USTHB, donc l'université de Bab-Zouar, où c'était pour accompagner un peu les étudiants et leur expliquer le déroulement d'un projet de A à Z en gros. Et on a signé un partenariat donc avec les universités en Algérie et on commence avec l'USTHB pour aujourd'hui même
pour cet événement, on va avoir une journée Innovation Day, donc plusieurs thématiques qu'on va aborder par des experts internationaux, justement, membres de Diaspora. Et demain, donc, il y aura un concours de pitch pour des startups. On pourrait peut-être voir la vidéo de l'édition, la dernière édition, si elle est prête. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images? Ça me motive à y aller là tout de suite. Parce que j'enchaîne. Oui. Dans une demi-heure, c'est à vous. Vous avez une conférence autour de quoi? Là, moi, ce que je vais faire, c'est mieux se connaître pour mieux entreprendre. C'est plus soft skills pour savoir bien entreprendre et bien s'entourer quand on entreprend. Qu'est-ce que vous pensez de tout cet environnement en fait, c'est en pleine effervescence ici en Algérie. J'ai l'impression, en fait, donc il y a une vraie volonté de dynamiser l'entrepreneuriat en Algérie, et on voit énormément d'initiatives, beaucoup au niveau de la vie estudiantine, on va dire, et c'est vraiment très prometteur. On voit des projets. Moi, quand j'ai fait la sélection des premières startups là qui vont pitcher demain, j'ai vu des projets absolument formidables, en fait. Une jeunesse très créative. Mais on va encore les rencontrer demain, donc on verra. Mais déjà, c'est très prometteur. Oui. Que vous a apporté plutôt Diaspora? Déjà, beaucoup de relations humaines, vraiment, surtout avec la diaspora algérienne, donc en France, parce que bizarrement, moi, quand je vivais en Tunisie, même si la Tunisie est le deuxième pays après la France où il y a le plus d'Algériens, moi, j'en ai pas connu des Algériens en Tunisie plutôt. Donc en France, là, avec Diaspora, j'apprends à connaître les Algériens vraiment mieux au quotidien, et puis il y a toujours pour moi, en fait, le besoin d'apporter quelque chose, d'apporter justement ma pierre à l'édifice et de construire quelque chose, notamment ici en Algérie. Et pour terminer, il y a un événement à Londres dans une semaine qui sera plus en lien avec ce que disaient nos étudiantes tout à l'heure. C'est plus par rapport c'est d'accompagner des étudiants sur leur carrière professionnelle. Donc ça sera un premier événement, il y en aura peut-être d'autres aussi. Parce qu'il faut préciser que Diaspora va aussi être créé partout où il y a des Algériens. Exactement. À Londres, il y a Chafir Zarouri qui est à la tête de Diaspora. Et il va y avoir d'autres pays qui vont aussi être où Diaspora sera représentée. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Avant de terminer, je tiens, si vous permettez, à vous offrir ce livre qui s'appelle, qui a comme titre Algérienne de mère en fille. D'abord, hommage à votre maman. Merci beaucoup. Et puis, merci, ça me touche énormément. J'ai vu aussi en vous cette Algérienne qui tient à ses racines, à ses sources. Je vous souhaite bonne continuation et j'espère qu'il faut dire que la romancière, elle fait partie aussi de la diaspora. De la diaspora. J'espère que j'ai fait un bon choix pour Merci vous. beaucoup, c'est génial. Je suis très Algérie en ce moment dans les romans que je lis, donc c'est parfait, ça va compléter ma série. Merci beaucoup, Filla. Merci à vous d'avoir accepté
accepté notre invitation, Mariam Chaouch. Je rappelle que vous êtes membre de l'association Diaspora, entrepreneur et coach parental. C'est ça, tout à fait. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Fla, merci donc pour l'invité de Fla, c'était très très intéressant et j'espère qu'en backstage, nos étudiantes vont rencontrer l'invité donc Madame Chaouch pour plus de détails, peut-être des énergies, des synergies qui vont s'opérer. Et puis je rappelle l'événement donc de Job Esque le 18 février à 9h à l'école supérieure du commerce de Cléa à Alger. Et voilà, donc pour continuer, nous allons arpenter les hauteurs de Tijdda pour voir un stage en matière de ski. C'est l'association locale de Bechloul qui donne un stage d'initiation au ski. Nous allons voir notre reportage de Samia Bouarouk. Samia Bouarouk, bella kittihi. Notre aventure nous a emmenés à Tijdda. Cet endroit magnifique pour contempler la nature sous un décor hivernal et admirer les hautes montagnes recouvertes de neige. Ajoutez à cela le plaisir de faire du ski. C'est ce qui a emmené Nour, Hakim et tous les membres du club Spirit Mountain de Batna pour pratiquer pleinement leur sport préféré dans le but d'être formés aussi par un professionnel. Président du club Spirit Mountain, Batna. Club sportif spécialisé dans les sports de montagne. Aujourd'hui, on est à Tijdda exact à Kouker avec la fédération de ski et sport de montagne, la FASM. On a une initiation de stage de développement ski à la région de Batna. Ce n'est pas notre première fois ici à Tijdda. Des gens venaient déjà avant pour des randonnées, pour de l'escalade, etc. Pour cette année, le club a décidé de faire une petite formation en ski qui est dirigée par des formateurs professionnels qui sont de la Fédération algérienne de ski et de sport de montagne. On trouve ça très intéressant. C'est une valeur ajoutée pour nous, pour le club. Ces cours d'initiation sont aussi un moment d'amusement. On tombe et on se relève pour arriver à une bonne maîtrise de ce sport que les membres de ce club de Batna voudraient généraliser. Quand on dit Jbel, on dit Spirit Mountain. Donc Spirit Mountain, la spécialité c'est les sports extrêmes de montagne. Le plaisir et l'objectif c'est développer les activités sportives extrêmes à la région, parce que معروف à la région بالجبل les grands montagnes. Donc عندنا deuxième au sommet à l'Algérie, Chilia, Ras Kelthom. Donc en espérant développer les activités à la région. Quand il y a un club qui est un nouveau club, automatiquement c'est à la fédération de les encadrer pour les faire avancer, parce que pour le moment ils n'ont pas des encadreurs. Alors c'est de notre devoir de les initier et de les former, et pour qu'ils puissent après se former eux seuls. Et pour goûter au plaisir du ski, on a même tenté l'expérience. Toutes ces personnes partagent la même passion de la glisse. Et être coaché par des pros éviterait certainement les dégâts pour ces snowboarders qui sont venus chercher le vrai sens de parcourir ces pistes en toute liberté. Waouh! Donc on a vu ces collègues, enfin notre collègue qui était sur place et qui a vraiment on a vu la chute, elle était vraiment pour dire que l'Algérie est un pays continent. Nous avons le sable, le désert, le Sahara, et puis vous avez vu à Tijdda la neige avec tout ce travail d'initiation pour le ski. Et pour arpenter, il faut quand même de la vitamine, il faut quand même de l'énergie. Et pour parler de l'énergie du bon matin, nous avons avec nous Ania. Bonjour. Bonjour Yazid. Ça va, ça se passe bien? Ça va, merci. Alors,
pour la vitamine D, c'est clair, il faut du soleil, il faut se bronzer au soleil. Exactement. On aura plus d'énergie, plus de vitamine D. Et pour le magnésium, tiens la balle. Il n'y a pas de souci. Justement, aujourd'hui, j'ai choisi de parler de vitamine D et de magnésium. Pourquoi les deux ensemble? Car ils interagissent dans notre organisme. C'est-à-dire que le magnésium va aider à activer la vitamine D, à la stimuler plutôt, car elle est activée par le soleil et fabriquée par la peau. Et elle passe par plusieurs étapes dans notre corps pour arriver à cette forme active finalement dont on a besoin. Et le magnésium interagit avec la vitamine D. Et souvent, il y a des carences en vitamine D qui sont associées à une carence en magnésium. Donc, comme vous le dites si bien, la vitamine D nous vient de cette exposition au soleil, mais il ne suffit pas d'être d'être exposé partiellement. Il faudrait vraiment, comme vous dites, d'exposer un petit peu son corps, de bronzer au soleil, voilà. Et cette vitamine est très importante car elle rentre dans l'immunité, c'est-à-dire dans tout ce qui est synthèse de molécules du système immunitaire, on en a besoin. Elle rentre aussi dans la santé osseuse et donc elle va stimuler et activer la fixation du calcium sur les os et ça va donc être très intéressant de la compléter même lorsqu'il y a une carence par une supplémentation. Et la vitamine D, on la trouve dans le corps en fait, dans l'organisme, dans les molécules. Exactement, et c'est une vitamine qui est liposoluble, c'est-à-dire qu'elle va s'absorber mieux avec du gras. Même quand on fait une supplémentation, par exemple vitamine D, il faudrait la supplémenter en l'accompagnant de matières grasses. Donc maintenant... Et on la trouve aussi dans des aliments, dans des boissons, dans des... Voilà, on trouve la vitamine D dans le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf est riche en vitamine D. On la trouve également dans les poissons gras comme le saumon et les sardines. Cependant, cet apport en vitamine D nutritionnel qui est très important n'empêche pas qu'il est nécessaire de s'exposer au soleil pour la stimuler et arriver à cette forme active qui est la 1,25 dihydroxycholécalciférol. Voilà. 1,25 le nom chimique complet. Voilà. Et quels sont par contre les symptômes? C'est ce qu'il faut se poser comme question pour reconnaître et donc prévenir aussi les carences en vitamine D. Faire un bilan. Un bilan, bien sûr, et se supplémenter régulièrement, mais il faut savoir que lorsqu'on manque de vitamine D, on est souvent fatigué, on a des douleurs musculaires, on a des douleurs osseuses parfois, et donc on n'arrive pas à dormir. Exactement, et ça c'est plus le magnésium. Le magnésium, lorsqu'on manque de magnésium, on est beaucoup plus stressé, on est irritable et on a des insomnies. Et on trouve aussi dans les produits laitiers, non, la vitamine D? Plus le calcium qu'on va trouver et qui va être activé par la vitamine D. Okay. Voilà. Et le magnésium, lui, on va le trouver dans tout ce qui est légumes verts, dans tout ce qui est... figues. Légumineuses. Les fruits en général, Dattes. il y a plus... certains aliments sont plus riches que d'autres. Par exemple, les fruits oléagineux, comme l'acajou et les amandes, en contiennent plus. Le chocolat noir et les bananes en contiennent plus que certains légumes. La banane séchée, raballée. Vous voyez, bien préparé au sujet. Donc, on va trouver ces aliments-là. Il faudrait les intégrer toujours dans une alimentation diversifiée pour éviter, pour prévenir, car il est toujours préférable de prévenir que de guérir. Avec une alimentation saine que de guérir avec une supplémentation par la suite qui pourrait dans certains cas être nécessaire. Je voulais aussi d'ailleurs parler de comment aider ces deux nutriments à être mieux absorbés. On a déjà parlé de la vitamine D qui est mieux absorbée avec une matière grasse, mais il faut savoir que le magnésium, souvent il y a des problèmes de malabsorption chez les personnes qui ont un excès de consommation de caféine, de café. Car le café en lui-même va ralentir, voire diminuer l'absorption de magnésium. Et c'est pour cette raison que les personnes qui prennent beaucoup de café ont tendance à avoir besoin d'une supplémentation. L'astuce, c'est déjà de diminuer les quantités de café qu'on prend, mais aussi lorsqu'on prend des aliments qui sont censés nous apporter plus de magnésium, éviter de prendre un café avec, c'est-à-dire espacer les prises. Voilà. Il y a une question très intéressante. Donc le magnésium, on le prend à toute heure ou il y a des heures bien précises pour...
généralement, il n'y a pas d'heure précise. Par contre, il faut savoir que peu importe quel type de nutriments ou quel type de vitamine, il est très intéressant de la prendre, c'est-à-dire c'est au long cours. Il n'y a jamais d'effet de suite. C'est-à-dire c'est pas parce que vous prenez à tel moment ou à tel jour, tel nombre de jours, c'est vraiment en continu. Surtout quand il s'agit d'alimentation. Car là, on ne parle pas de supplémentation, on parle de prévention, d'alimentation. Et donc, il est préférable de prendre ça sur plusieurs jours, sur faire des cures par exemple, ou rééquilibrer son alimentation et apporter ces nutriments qui nous apportent du magnésium, être sûr qu'on va les intégrer dans notre alimentation, mais c'est au long cours qu'on voit les effets, que ce soit préventifs ou thérapeutiques. Merci beaucoup, c'est très intéressant pour parler un peu de la vitamine D et du magnésium. Et comme ça, prochaine fois, je prendrai donc une dose de magnésium et de vitamine D pour retrouver la forme et venir vraiment avec la pêche qu'il faut. Et pour garder la pêche, regardez ces belles images d'Alger, voilà. Bonjour, donc pour l'invité de la matinale, nous recevons Madame Maître Aïd Zaïd, présidente du Centre national d'information et documentation sur les droits de la famille et de l'enfant. Et l'actualité l'impose, puisque le dernier Conseil des ministres a consacré encore une fois la protection de la femme de la violence. C'était pour dire un petit peu comment, d'ailleurs la loi fondamentale consacre cette protection, et puis donc le Conseil des ministres charge en fait le maître donc le ministre de la Justice et le ministre de la Solidarité en coordination avec le Premier ministre pour qu'il y ait encore des mécanismes supplémentaires pour protéger la femme au maximum. Quelle est votre réaction par rapport à cette nouvelle mesure? C'est une bonne chose. Pour nous, c'est vraiment un processus qui continue encore à se construire, puisque
Ça fait des années que nous parlons des violences contre les femmes et les petites filles et de leur prise en charge. Et donc il y a eu tout un arsenal juridique de prise en charge à partir de 2015, puisque la loi sur le code pénal a criminalisé les violences. Et tout dernièrement, et ce qui est bien, cet article 40 de la Constitution qui protège les femmes donc contre toute forme de violence dans les 3 secteurs que sont la famille, le travail et la rue, donc toutes les violences qu'elle pourrait subir dans ces lieux. Et ce qu'a apporté de nouveau aussi l'article 40, parce qu'il est tout nouveau dans cette constitution que nous avons eue en 2020, l'article 40 met en place des mécanismes de protection. Lui-même, il en a mis 2, qui est l'aide judiciaire et les centres d'accueil où on pourrait accueillir les femmes. Et bien entendu, le processus continue à se construire puisque la dernière loi pénale d'avril 2024 a mis en place les ordonnances d'éloignement et a protégé l'image de la femme, donc l'utilisation de l'image de la femme sur les réseaux sociaux et a cadré le pardon. Donc c'est vous dire qu'avec aujourd'hui cette annonce qui est de dire nous continuons le processus et il faut qu'il y ait un mécanisme de prise en charge des femmes victimes de violences supplémentaire. C'est un peu aussi une demande d'un travail qui a été fait sur cette question-là, aussi bien par quelques institutions que par le mouvement associatif, où il a été proposé la mise en place d'un guichet unique. Un guichet unique où, parce qu'on s'est rendu compte que les femmes se perdaient dans les dédales des institutions bureaucratiques qui existent. Nous avons les mécanismes, ils sont là. Elle va à la santé, elle va à l'hôpital, elle se fait délivrer un certificat médical de chez le médecin légiste qui est un préalable au dépôt de plainte. Donc parfois elle va au commissariat, on lui dit non, va d'abord chez le médecin légiste. Donc elle va aller chez le médecin légiste, ça peut prendre du temps, ça peut prendre 3-4 jours pour aller chez le médecin légiste, il faut le trouver. Donc il faut harmoniser un petit peu tout ça. Voilà, une fois que vous avez fini avec la santé, vous allez à la police, la justice, les services sociaux, et ça peut mettre des mois. Et ça peut aussi faire dissuader la femme qui retourne chez elle. Donc, d'où l'importance du guichet. Voilà, d'où l'importance du guichet unique, qui est un mécanisme de prise en charge, où quel que soit le lieu où il sera, parce qu'aujourd'hui, on discute du lieu, quel que soit le lieu, que ce soit dans les services de la santé ou ailleurs, ce service comprendra à la fois la santé, la justice, la police, sécurité, la police, la justice et le social. Ça veut dire que dans ce guichet-là, tous ces services sont là et la femme ne se perdra plus dans les dédales des services et elle sera prise en charge de façon D'ailleurs, quand on voit le communiqué donc, du Conseil des ministres de dimanche dernier, on rappelle que la femme, dans quel lieu qu'elle soit, en fait, soit dans le travail, il rappelle un peu cet élément essentiel. Absolument, absolument. C'est de dire que on protège la femme, quel que soit le lieu où elle est. Elle travaille, elle est cadre, elle est dans un poste de direction, elle peut subir une violence. Elle va se taire, elle ne va pas en parler. Et donc, il faut trouver un espace où il y a aussi cette écoute. Il faut trouver un espace où il y a une psychologue. Il faut trouver un espace où les services sont là et prêts à la prendre en charge rapidement, jusqu'à la fin de sa procédure, si elle a envie d'aller jusqu'à la fin de la procédure. Et puis toujours dans cette terminologie, il rappelle également de protéger la femme au maximum. Le mot est dit aussi. Vous savez, absolument. Si on a protégé la femme, on a protégé la famille. Parce que dès que dans une famille, la femme est violentée,
c'est tout l'espace qui est déstabilisé. Les enfants sont déstabilisés, l'union en elle-même est mise en danger, puisque généralement ça aboutit soit à un divorce, soit à une séparation, un éloignement ou même à un crime. On l'a vu, au décès de la victime. Et on a vu même des petites filles être tuées dans cette famille-là. Bon, bien sûr, aujourd'hui, nous parlons des femmes victimes de violences et des petites filles. Ça peut arriver aux garçons, ça peut arriver. Donc, après, c'est quand on aura protégé la mère, la femme, l'épouse, la sœur, on aura protégé le socle de la famille. Et c'est ça qui est important. Et puis, c'est une manière aussi de dissuasion, donc à ne pas utiliser la violence contre les femmes et de les protéger. Et c'est une manière aussi de protéger la famille, et c'est ça qui est important. Oui, en fait, puisqu'on parle aussi de ces centres d'accueil, de ce centre d'écoute, il y a aussi récemment donc, le ministère de la Solidarité qui a lancé aussi un centre d'écoute par rapport aux violences subies par la femme. Donc je pense que c'est nouveau comme centre, et puis c'est aussi important qu'il y ait tous ces organismes, tous ces centres d'accueil, centres d'appel. Oui, vous avez raison. Il y a un centre, c'est un numéro vert, qui existait déjà. Il faut juste le remettre à l'ordre du jour et bien l'organiser. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'appeler, il ne s'agit pas uniquement, mais il faut voir, et de prendre en charge, il faut voir qui est derrière ce téléphone. Il faut une psychologue, il faut une écoutante, et il faut bien organiser cette écoute-là pour pouvoir bien orienter. Et ça, souvent, ce téléphone sert aussi de décharge émotionnelle. La femme se sent écoutée, et c'est très important pour pouvoir ensuite l'orienter. Oui, c'est bien de le remettre à l'ordre du jour, mais il faut bien l'organiser, bien le maîtriser. Ensuite, oui, nous avons des centres d'accueil. Il en existe. Le ministère de la Solidarité lui-même en gère quelques-uns. Il y en a 2 qui sont associatifs, et le ministère en gère au moins 4. À Mostaganem, à Naba, à Alger, il y en a 2. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il a aussi été demandé un centre d'accueil d'urgence. Et même la police le demande. Parce que vous savez, quand une femme se présente, ou lorsque aussi on trouve des enfants en fugue parce qu'ils viennent d'un milieu violent, il faut un espace d'accueil d'urgence pour pouvoir ensuite les orienter vers d'autres mécanismes, vers d'autres centres. Absolument. Et donc voilà, c'est tout ça. Moi je pense qu'il faut réfléchir à partir de ce que nous avons. L'état des lieux a été fait, les mécanismes que nous avons ont été identifiés. Maintenant, il faut qu'il y ait une coordination entre tous ces mécanismes pour bien huiler cette coordination et faciliter la prise en charge. Ça, c'est très important. Une manière aussi de modéliser une réponse à tous les problèmes que subissent les femmes en matière de violence. Absolument, absolument. Non, c'est aussi de dire aujourd'hui, nous avons des questions d'actualité, il y a des chiffres, il y a des cas, il y a de nombreux cas, et il faut arriver à ce qu'on appelle zéro tolérance violence. Donc, c'est aussi une politique, hein, ça peut être une politique publique de dire, c'est un peu comme tous les indicateurs que nous avons en matière de santé et tout, parce que vous savez, la violence coûte cher aussi à l'État, coûte cher à la santé. La prise en charge. On n'a pas encore évalué, absolument, elle coûte des milliards dans d'autres pays, mais je suis sûre que chez nous aussi, parce que l'État n'est pas en reste, il paye. La femme va à l'hôpital, il y a des frais pour tout ce qui entoure, tout ce qui vient en marge, et je suis sûre que ça se chiffre en milliards. Donc, si on partait de là, on mettrait en place réellement une politique publique pour
prévenir, protéger, sécuriser et travailler aussi sur la société, travailler sur les comportements, travailler à l'école, apprendre aux enfants, à partir de la citoyenneté, à se respecter les uns les autres et à ne pas être violents. Ça, c'est très important. Oui, il y a le socle qui est la famille et l'école qui doivent faire leur travail. Ça se complète, c'est complémentaire. L'école et la famille sont complémentaires. Merci, Maître Eizaï, chapeau bas pour tout ce que vous faites. Merci. Voilà, c'est ce que nous avons proposé donc aux institutions et sur lequel on va essayer de travailler avec eux. Je vais le montrer. Voilà. Donc, ce que fait le Centre d'information et documentation sur les droits des femmes et des enfants, CIDEF, donc c'est l'une des associations pionnières en matière de défense des droits des femmes et de l'enfant. Voilà, c'est le plaidoyer pour le guichet unique. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation et sans plus tarder, nous allons parler un peu d'art et de peinture puisque pas loin de Mouradia, donc là à la colonne Parole, donc il y a une exposition à la galerie Hala, une exposition intitulée Tifawin avec le grand artiste peintre qui nous vient des Aurès, Tabarha. À la galerie Hala, l'artiste plasticien et sculpteur Nourdine Tabarha bouscule le monde de l'art avec une peinture à la fois moderne et connectée à notre identité. Dans Tifawin, terme amazigh signifiant lumière au pluriel, l'artiste explore la lumière et l'ombre, la couleur et la texture en redonnant vie aux symboles ancestraux. La problématique de la classification n'a à mon avis pas de place dans les arts modernes et contemporains. L'art s'est affranchi des contraintes académiques, il n'a plus de limites ni de parenthèses qui le restreignent. Je me considère comme un artiste libéré de toutes les normes et règles conventionnelles. Des œuvres de grand format aux teintes chaudes magnifiées de breloques, heurtoirs, khamsa, cœurs ou lunes et agrémentées de plaques de cuivre sculptées et qui s'intègrent parfaitement dans les tableaux, tel un dialogue entre tradition et modernité. Le patrimoine visuel populaire est très important car il constitue l'un des fondements plastiques jouant un rôle essentiel dans la présentation de l'identité artistique algérienne. J'ai donc essayé de l'exploiter visuellement d'une manière contemporaine. J'ai œuvré à valoriser le patrimoine visuel populaire algérien. 84 œuvres dans une palette colorée et joyeuse au titre évocateur. Essence de l'âme, réminiscence spirituelle, Taziri, Tifawin ou symphonie des couleurs. L'artiste nous invite à une réflexion sur l'identité, la mémoire et la transmission. Pour moi, c'est une exposition unique. Parce que pour la première fois, que je vois une exposition de chaque œuvre qui dégage un parfum de cette Algérie, de l'Afrique. Parce qu'elle nous invite à voyager à travers cette exposition. De des couleurs, cette exposition résonne quelques sons. C'est une exposition qui dégage des sons. Oui, des sons des artisans, du cuivre. Parce qu'il y a de la matière ici, il y a du cuivre. Évoquer les valeurs ancestrales, le patrimoine, sans rendre hommage à l'art africain. L'art africain joue un rôle fondamental dans les expériences humaines à travers le monde. Je pense que de nombreux grands noms sans en citer se sont inspirés de l'art africain. Je considère qu'il est de mon devoir de présenter cet art d'une manière encore plus belle. Visible jusqu'au 4 mars, Tifawin, telle des lumières qui éclairent le monde de l'art. Une exposition unique où chaque œuvre illumine notre regard et éveille nos sens.
Oui, donc voilà, c'était un sujet de Lamia Bouddha pour dire que déjà il y a le trio de choc qui arrive et qui sont là avec moi. Bon, pour revenir à la colonne, il y a quand même une placette du grand Allende, Salvatore Allende, donc, qui est à la colonne Varol. Et puis, il y a un grand révolutionnaire, l'un des premiers des 22, c'est... chez qui il y a eu plusieurs réunions pour préparer le déclenchement de la guerre de libération nationale. Oui, il était toujours avec Didouche Mourad. Avec Didouche Mourad, et après ils vont recevoir Krim. Quand Krim va rejoindre le groupe des 5, c'était chez Bouadjed, justement. Voilà, c'était juste un lieu, une histoire par rapport à la colonne. Et puis, nous allons donc retrouver donc, le jingle, page d'histoire. Voilà, j'arrange mon papillon, mon butterfly, pour parler avec Hassan Arabe, une institution en matière d'histoire. Il va nous parler d'un événement tragique, c'est par rapport, et puis un devoir de mémoire pour tous ceux qui sont morts pour l'Algérie. Ça s'est passé à Bougaa. Bonjour Yazid, bonjour Samira, bonjour Riyad. Bonjour. Nous allons parler d'un massacre, un autre massacre commis par l'armée coloniale française le 11 mars 1959 à Bougaa, cette bourgade du nord de Sétif, une région à cheval entre deux wilayas à l'époque, la wilaya 2 historique et la wilaya 3 historique. Donc le 11 mars, on parle du 11 mars, l'histoire a retenu la date, mais il est question plutôt d'une semaine. Une semaine, l'armée française va mener un raid dans la région. Ils vont effectuer des milliers d'arrestations. Ils vont bombarder un certain nombre de maisons. Ils vont plastiquer des maisons, notamment les maisons qui appartenaient plutôt aux Moudjahidines de l'ALN. Donc durant une semaine, les habitants seront regroupés dans le stade du village. Il y a eu, certains ont avancé le chiffre de 2500 habitants qui ont été rassemblés dans ce stade, entourés de barbelés. Ils ont été torturés violemment et abandonnés à leur sort dans ces zones interdites. Dans ce stade. Donc entre le 6 et le 12 mars 1959, il va y avoir donc des assassinats, notamment ils vont arrêter des soutiens, on les appelait des mousselines, des soutiens à l'ALN, et ils seront froidement assassinés au niveau du pont de fer à l'entrée donc du village, et certaines sources avancent qu'il y a encore des gens disparus pendant cette rafle du mois de mars 1959 à Bougaa. Donc un autre dossier des disparus. Un autre dossier des disparus, et l'histoire donc de ce massacre n'a pas encore livré tous ses secrets. Donc déjà, il y avait cette politique de zone interdite, oui, pour comme ça ficher tout le monde et pour soi-disant séparer la révolution de ses soutiens. De ses soutiens. On est en 1959, on doit rappeler, c'est l'offensive de Châles, donc les grandes opérations. En Wilaya 3, c'était l'opération jumelle, donc où l'armée française était pratiquement présente partout, notamment dans les bourgades connues pour le soutien. Parce qu'on doit rappeler que les premiers maquis de la Wilaya 3, après ceux de la Haute-Kabylie, c'est la région du nord de Sétif où il y a eu d'intenses combats organisés par l'ALN. Hassan, il faut rappeler également qu'on parle de déportation, mais il y a aussi des déracinements à l'intérieur du pays. Beaucoup de gens se sont retrouvés un peu partout, où il y a eu quand même des déracinements et des familles qui ont été coupées. Déracinements, il y avait des gens qui ont été bannis de leur village. Donc certaines familles étaient obligées donc de se déplacer, d'errer. Hein. C'est plus qu'un déracinement, parce qu'ils se retrouvent du jour au lendemain sont menacés, sont un chez-soi. Donc ils étaient coupés de leur généalogie, ils se retrouvent un peu partout en Algérie, et c'est pour ça
qu'il y a ce déracinement, et notamment après les opérations de zones interdites et des gens qui sont... Il y a eu toute une mobilité à travers les quatre coins du pays. Du pays, exactement. Donc, et le nord de Sétif n'était pas en reste par rapport à cette question. Nous savons que c'est une région qui a souffert énormément, notamment dès 1945, où il y a eu des massacres et des disparus également pendant la période de 1945. Donc la région de Bougaa a connu donc en 1959 un massacre qu'on doit toujours dire et redire, et puis qu'il y ait un devoir de mémoire pour ces martyrs de la Révolution. Merci Hassan. Et on va y aller aussi parler maintenant un peu de culture pour parler d'un autre lieu, une autre histoire. C'est le Madrasen, mais avant, jingle. Alors, Madrasen, c'est à Batna, je sais, c'est sur la route, c'est sur on peut le voir, c'est comme le mausolée royal mauritanien en quelque sorte. Exactement. Bonjour Yazid, bonjour à tous. À chaque fois, j'oublie. Bonjour, tu le dis d'avance. Bonjour Yad. Bonjour d'avance. Non, mais vous vous débrouillez bien, vous lancez les jingles, c'est extraordinaire. Ah ouais, moi, je suis épaté ce matin. Moi, j'aime bien. Anna Farhana. Ben oui. Donc oui, le mausolée de Madrasen ou Madrasen, comme tu l'as dit, ressemble énormément, ou plutôt le tombeau de la chrétienne ou le mausolée royal de Mauritanie qui se trouve à Chechel ressemble énormément à celui, j'ai dit Chechel, oui, c'est pas ça, mais en réalité c'est parce que c'est la Césarée de l'époque. Voilà, puisque c'est l'aînée, la femme de Juba II, y est enterrée. Donc, ressemble énormément. Comme ceux de l'Edjedar de Frenda à Tiaret, comme beaucoup de monuments de la même époque avec la même signature architecturale autochtone. Ils construisaient comme ça, c'est l'époque des rois numides, on croit. En tout cas, il y a eu énormément d'écrits qui ont été faits, plus de 25 entre le 19e et 20e siècle, plus, beaucoup plus. Écrits, essayent de raconter, C'est des sites funéraires. Exactement. Ce sont ce qu'on appelle des tumulus, des basinas. Des bas Basinas. Basinas, avec un S. Pas une bessina, non, une basinas. Avec, voilà. Donc, un monument funéraire, en fait. Ce n'est pas tout le monde, bien sûr, qui est enterré. Il faut être, entre guillemets, un aristocrate, un hiérarchiste, on va dire peut-être un roi, la famille royale, ou bien la femme d'un roi, par exemple. En général, il y a des familles à l'intérieur, le mari, la femme et les enfants. Ou le fils. On croit, on suppose, ça a été supposé pendant des années, dès les premières fouilles, dès le 19e siècle, on croit que ça a peut-être appartenu à Sifax, ou alors à Massinissa, ou encore à Missipsa, son fils. Mais en réalité, on n'en sait pas trop. Il est unique, ce site est à visiter. C'est à 100 km de Constantine, c'est une quarantaine de kilomètres de Batna, du centre de Batna. On est dans la wilaya de Batna, c'est dans la commune de Boumia. C'est un monument, alors qui n'est pas très grand, il est même plus petit que celui de du tombeau de la chrétienne, du mausolée royal mauritanien. Exactement. Puisqu'il ne s'agit pas de chrétienté, autant dire que c'est le monument mausolée royal de Mauritanie. Donc, il est à visiter, il est à voir, il est unique dans toute l'Afrique du Nord. Il n'existe pas. Il est unique par rapport à son architecture, par rapport à l'aspect un peu cylindrique. Exact. Il y a la partie supérieure qui est cylindrique, c'est un cône. Il a 60 colonnes, comme exactement le tombeau de la chrétienne. Il a des galeries jusqu'en 2015. Alors en 2015, ils font une découverte aussi d'un tunnel. Il faut se rappeler, il faut prendre en compte que tu vois, au tombeau de la chrétienne, bon maintenant c'est fermé, mais quand on pouvait y accéder, il y a une galerie circulaire.
C'est un chef-d'œuvre d'architecture par rapport à déjà la forme, elle est magnifique, et puis l'architecture à l'intérieur, la forme circulaire. On croit que ce passage c'était pour la procession, puisque on enterrait le mort. Même pour le tombeau de la chrétienne, on imagine que peut-être il y a un tombeau en dessous qu'on n'a pas encore découvert. C'est pour ça que les gens tentent de trouver avec des trésors et tout. Il y a des choses qui ont été trouvées à Imedressen, beaucoup de choses, puisqu'il y a eu beaucoup de fouilles. Ils ont trouvé du silex, ils ont trouvé de la laine, du cuir, ils ont trouvé une hachette, ils ont trouvé du cuivre, ils ont trouvé plein de choses. Malheureusement, ces choses ont disparu. Elles ont disparu. Dérobées peut-être à travers les âges. Bon, on va dire, il y a eu énormément de pillages. Et aussi, même les archéologues, à l'époque de la colonisation, quand ils trouvaient des choses, ils les emmenaient chez eux. Ou dans leur laboratoire, en tout cas, ils ne sont pas dans les musées d'Algérie. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que Bekri est le premier à avoir... Le Djografi el-Bekri. Exactement. La rue Djografi el-Bekri, elle n'est pas loin de Benakloun. Oui. Ah, c'est dans... Oui. Djografi el-Bekri, c'est connu comme un grand géographe. Il a beaucoup écrit sur l'Algérie et... c'est pour ça qu'il s'appelle Bekri. Oui. Là. C'est ma première pensée d'ailleurs. Voilà. On parle d'histoire aussi. Il y a une légende qui dit que la reine d'Ilia allait souvent s'y recueillir et elle faisait ses vœux. C'est des mausolées entourés de légendes. Entourés de légendes. Oui, des légendes. Et puis, avec le carbone, on peut, 14 peut-être. 14, on peut trouver beaucoup de choses. Heureusement qu'il y a le carbone 14. Scanner aussi. Pour dater, oui. Oui, pour dater. Oui, alors c'est un mausolée qui n'est pas très... Pardon. Il n'est pas très haut, hein. Il est à 20 mètres, il est en hauteur, il est construit en hauteur, donc sur une colline. Il n'est pas très grand, on va dire, il est plus petit que le mausolée de la... Là, je vous l'ai donné, il est à 20 mètres à peu près, un peu moins, voilà, un peu moins, mais on peut le voir de partout. Et là, c'est la plaine, ici, sur le flanc d'une colline, attention. Hein. Oui, ils sont mitoyens de la route, d'autoroute aussi. Le mausolée de... je pense avant que ils étaient mitoyens du chemin principal. C'est ce que j'allais dire. Constantine Timgad. Hein. Oui. Constantine Timgad et Djmila. Alors, il y avait ce que Bekri appelait le Bhiret, pas très loin du mausolée. En fait, c'est Sabqat Djendli. Est-ce que c'était avant, justement, Zman Bekri? C'était Lacus Regius. Voilà. Donc, c'est une route aujourd'hui qui est goudronnée, qu'on peut emprunter. Donc, on a repris un peu les anciennes routes qui existaient. À l'époque romaine, c'était les grandes plaines de l'Est. Oui, il y a eu même des grandes révolutions, des circoncisions. On a supposé... Qui ont fait face à Rome, la grande révolution des prolétaires de l'époque, des travailleurs saisonniers, les circonciliants. Et on a supposé aussi que c'était les vétérans, donc des colonnes de Lambès par exemple, qui auraient construit ce mausolée, mais c'est pas évident, pas du tout. Enfin, il y a eu énormément de suppositions sur... Il faut résumer parce qu'on n'a pas le temps, il nous reste 10 minutes pour parler du sport. Et pour parler du sport, il faut dire qu'il y a eu l'association des Médrassènes qui ont souvent organisé des marathons. Depuis 2010, il y a un marathon qui porte le nom de Imedressen. Il y a l'aéroport de Batna qui s'appelle Imedressen aussi. Et grâce bien sûr à notre ami, comment il s'appelle, de l'association des Medressen. Oui, absolument, oui, j'ai oublié son nom. C'est Gerfi. Oui, voilà. Est-ce qu'on peut montrer ce livre pour dire... Prenez le livre, Les pyramides d'Algérie. En fait, ça reprend... Voilà, et puis nous allons envoyer le jingle sport. Oui. Bonjour, ça va? Oh bonjour Yazid, alors après les tombeaux, certainement 20 mètres de haut, peut-être souterrain, on va revenir au plancher des vaches. Plancher des vaches avec tout le respect que j'ai pour les footballeurs. Hein. C'est un jeu de mots assez facile, assez rapide. On va parler de ce week-end footballistique et même sportif, parce qu'on va parler de foot et aussi de Petite Reine.
C'est un sport que j'apprécie tout particulièrement. C'est peut-être comme ça que j'ai commencé ma carrière en couvrant le Tour d'Algérie, puisqu'on va parler du Tour d'Algérie en fin d'émission. Un sport qui nous permet à chaque fois de découvrir ou de redécouvrir les régions du pays. On va commencer par cette 16e journée, sa première journée, Hassan, je sais que tu suis. Retour, oui. Première journée de la phase retour, qui s'est étalée. Allez, maintenant on ne boude pas son plaisir. Maintenant la Ligue professionnelle programme une journée en une semaine. Ça a commencé mardi. Jusqu'à vendredi, mais ce qui a retenu l'attention des amoureux du foot, c'est le Classico retour. La JSK avait perdu au match aller au stade du défunt Aït Ahmed de buts à 1. J'avais commenté ce match pour Canal Algérie, superbe ambiance. Match retour au stade du 5 juillet. On pensait que la JSK... Ouais, il a marqué, Evan le terrible, il a marqué. Avec un accent un peu plus germanique que kabyle, avec le nouvel entraîneur qui s'appelle Joseph Zimbauer, qui était... Sur Beckenbauer. Ça ne ressemble pas à Beckenbauer, il faut le dire vite. Hein. Alors, bon, allez, on va regarder un léger résumé qui a été fait par Maïssa sur ce Classico, et on revient juste après, on regarde. Le Mouloudia d'Alger frappe un grand coup en battant la jeunesse sportive de Kabylie dans un classico spectaculaire. Dès le coup d'envoi, les Algérois affichent leur intention offensive. Mais malgré leur emprise sur le jeu, ils devront attendre les dernières secondes du premier acte pour concrétiser leur domination. À l'affût dans la surface, Tepti intercepte un ballon et trouve Boras dans la frappe puissante, ne laisse aucune chance au portier Haddid. Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Abdelawi insistent et finissent par creuser l'écart. 10 minutes plus tard, fraîchement entré en jeu, c'est sans doute Zakarian Hidji qui conclut une belle combinaison avec Boras et Tepti, le duo en forme du moment. Mais les Canaries ne s'avouent pas vaincus. Ignatiev, la jeune recrue hivernale, relance les espoirs kabyles d'un coup de tête victorieux à la 72e. La réaction des locaux ne tarde pas. Quelques minutes plus tard, Meziani, parfaitement lancé par Zograna, ajuste le gardien pour offrir un troisième but à son équipe. Et pourtant, les visiteurs reviennent encore dans la partie, grâce à Berket, qui réduit l'écart à la 82e, relançant ainsi le suspense. La tension est à son comble. En fin de match, au stade 5 juillet, Draoui obtient un pénalty à 1 minute de la fin, mais Nridji manque l'occasion de sceller définitivement le sort de la rencontre. Dans les dernières minutes, la JSK pousse, mais les Rouges et Verts tiennent bon avec le soutien de leur public jusqu'au coup de sifflet final. Grâce à cette victoire précieuse, le Mouloudia d'Alger reprend la tête du championnat et affiche clairement ses ambitions. Mais les regards seront désormais tournés vers la Coupe d'Algérie où un duel explosif contre le Chabab Riadi de Belouizdad les attend en 16e de finale. Tenant du titre, les hommes de Ben Yahya savent qu'ils devront livrer un grand match pour poursuivre l'aventure et défendre leur couronne. Elle a tout dit, hein, Maïssa. C'est vrai qu'il y a encore une affiche. C'est le remake de la Super Coupe d'il y a une semaine. Le CRB voudra prendre sa revanche. Il y a eu un petit souci avec les galeries sud et nord. Finalement, tout est rentré dans l'ordre pour les supporters. Et donc, la belle affiche ce soir, 20h, Mouloudia CRB ou CRB Mouloudia. Evan le terrible a marqué quand même. Ah oui, vous avez suivi hein, la tête quand même. C'est le premier russe dans le championnat pour l'histoire. C'est le premier russe dans le championnat algérien. Mouloudia est en tête, 31 points. Le CRB est second. L'USMA qui a pris un point à Biskra est seul troisième maintenant avec 26 points. Elle décroche de la JSK qui est maintenant quatrième avec 24 points. Alors pour l'anecdote, l'Espérance de Mostaganem a concédé le nul à la maison face au CSC, 0 partout. Et puis Akbou, c'est bien, qui est parti prendre un point à Magara. Difficile de jouer Magara, hein. On l'a vu face au Mouloudia. Et puis belle victoire de Schlef face au Paradou. Schlef, pour l'anecdote, c'est un des deux clubs qui reste en Ligue 1 avec le CSC, qui est le même entraîneur depuis le début de saison. Il y a Xaoui et Madoui qui sont restés en place. Tout le monde joue à la valse viennoise ou algérienne, c'est comme vous voulez. Oui. Voilà. Bon, ça c'est pour la Ligue 1. On va passer à la Ligue 2 avec le mano à mano dans le groupe Ouest entre Ben Aknoun et Kouba pour la montée en Ligue 1. On va regarder donc tout d'abord Ben Aknoun. Ben Aknoun, bah oui. Qui l'emporte Ben Aknoun, qui l'emporte 3 buts à 1. C'était au stade du 20 août. On reconnaît le Vélodrome.
du 20 août. On va parler du Vélodrome en fin de page sportive, vous allez savoir pourquoi. Voilà, donc voilà, pour l'anecdote, quelques images. Victoire 3-1 pour Ben Aknoun, voilà pour le premier match qui bat 3-1. Kouba qui écrase Mecheliya 4-1. Au classement, il reste encore 5 points entre les deux, entre Ben Aknoun et Kouba pour la bataille en Ligue 1. Est-ce que Ben Aknoun va revenir en Ligue 1? Est-ce que c'est le RC Kouba qui va rejoindre l'élite? On le saura enfin. 5 points, hein, Ben Aknoun, hein, 5 points quand même. Il reste encore, Mazel championnat Touil, 19 journées, il reste quand même une bonne partie du championnat. On va passer maintenant à l'autre groupe, le groupe où il y a mano à mano entre Louis VII et l'USM Al-Harrach. Al-Harrach qui en milieu de semaine a concédé une victoire, donc elle a concédé encore de l'avance pour Louis VII. Il y a 7 points maintenant entre Louis VII et Al-Harrach. Louis VII qui bat le MOC de Constantine à la maison 1-0, même si Al-Harrach a ramené de Borj Menayel également une victoire précieuse. On la regarde, voilà, les Harrachi qui l'emportent donc 1-0. Là aussi, ça semble plier, mais les Harrachi ne l'entendent pas de cette oreille, hein. Ils croient encore en la montée en Ligue 1. Alors, est-ce qu'on a encore un peu de temps? Oui, ben oui. Alors, qui tient sur un vélo sans le tricycle et sans les petites roulettes? Sans les petites roulettes. Personne. Vous ne tombez pas? Si, je tombe. Alors, on va voir ceux qui ne tombent jamais, sauf si ça se bouscule dans le peloton. C'est le peloton du Tour d'Algérie avec un homme qui maîtrise de la tête et des épaules. On sait que c'est important, les épaules, quand on les baisse un peu pour le sprint final. C'est Yassine Hamza du team Madar, le propriétaire. C'est la saga des Hamza continue. Voilà, la grande famille des Hamza, voilà, la grande famille de père en fils, qui remporte sa 6e étape et qui est toujours maillot jaune. Le résumé de cette 7e étape nous est fait, l'étape entre Djelfa et Lerwat par Sid Ahmed Bouraïb. On regarde. Hamza Yassine a rapidement retrouvé le chemin de la victoire en remportant la 7e étape. Il totalise désormais 6 victoires sur 7 dans ce Tour d'Algérie 2025. كانت ليكيب تاعنا هي اقوى فريق وين قدرنا نخرجوا كاع لي زيكيب وين قدرنا نلونسيو بيان جوسكا لا فان اي درت سبرينت تاعي الاخراني فينال قدرت نربح لا 6e étape de ce tour. Les coureurs prennent la direction de Lerwat avec la victoire en ligne de mire. Le vent souffle à 60 km/h, ce qui a rendu la course très rapide. L'Allemand Morissen s'échappe tout seul et prend jusqu'à 1 minute d'avance. Il franchit le premier sprint intermédiaire en premier. L'Italien Brankowski contre-attaque. Il sort du peloton et arrive à reprendre l'Allemand. À l'entrée de Lerwat, l'écart entre l'échappée et le peloton fond comme neige au soleil. Et le deuxième sprint est gagné par Brankowski. À 25 km de l'arrivée, le peloton ne forme plus qu'un seul groupe. Tout ce beau monde se dirige vers la ligne d'arrivée. Hamza Yassine est le meilleur au sprint et remporte l'étape en 2h13 minutes et 30 secondes. Il reste aussi leader du général et du classement par points. Oui, il y a des stations de gravure rupestre à Mas'ad, du côté de Djelfa, Ain Naga, et puis c'est des Mkhlouf, là. Des Mkhlouf, c'est aussi de l'élevage. Magnifique les images, hein. Je vois que ça vous fait rêver. En tout cas, on aime. Ça fait parler autour de ce plateau. Je vais terminer avec juste un petit mot. On sait que la Tour Eiffel à Paris a été construite avec du fer algérien. L'Olympique de Marseille est en train de revenir au plus haut niveau dans le championnat français grâce à 2 Algériens recrues du Mercato il y a quoi, une semaine, à peine 10 jours, Amin Gouiri, l'avancante de l'équipe nationale, et surtout notre petite perle qui a été chippée au Milan AC, Smaïl Benasser. Hier, Gouiri a marqué ses 2 premiers buts avec Marseille au stade Vélodrome. Marseille a gagné 5-1 en attendant ce qu'ils appellent, il y a eu le Classico Mouloudia GSK, en France c'est PSG. Voilà, donc c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir participé. Et puis on termine avec cette chanson de Sidali Fernandel. Merci Aziz. La
قالوا لي واش عجبك فيها لامون اللي غير مني قالوا لي واش عجبك فيها جاوبت اللي جالو فني خذوا عيني شوفوا فيها قالوا لا دي 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 دي